Bonjour Philippe. Bonjour. Très content de parler avec toi sur Acorus et la transformation que tu as menée. Et merci tout d'abord de venir à la conférence de l'IFCO et de parler de la confiance au sein des équipes et des transformations. Donc je mène cette enquête sur les transformations d'exception et j'aimerais que tu partages avec nous une transformation qui toi t'a marqué. La transformation à laquelle je pense, c'est la croissance d'Acorus. On a créé 500 emplois en 3 ans. On est passé de 200 personnes à 800 personnes. Alors, il y a aussi une petite acquisition d'une quarantaine de personnes là-dedans. Et c'est vrai que c'est une transformation assez hors norme par la rapidité et dans un métier où on fait plus souvent via la sous-traitance que via la création d'emplois. Donc c'est ça dont j'aimerais te parler. Ouais. Ah, super. Alors moi ce qui m'intéresse c'est comment tu as fait pour construire une ou plusieurs équipes qui sont dans cette dynamique, parce qu'on avance à plusieurs beaucoup mieux. Comment vous avez fait ça en termes d'équipe? Je crois que, on ne s'est pas posé un jour en disant comment on va devenir 800, donc j'ai pas de recette miracle sur pourquoi ça a changé aussi vite et aussi fort. Ce qui est sûr, c'est que je crois qu'un peu inconsciemment, on s'est dit à une dizaine, on n'y arrivera que si on ne veut pas être une grosse boîte de 800 personnes, mais une centaine de petites boîtes qui garderont l'autonomie et le dynamisme qu'on était capable d'avoir quand on n'était que 80 ou 100. Quoi. Et ça, je crois que ça a été clé, c'est-à-dire que chacun a bien admis l'idée que le but, c'était pas de devenir le plus gros, d'avoir le plus gros service, les plus grosses équipes ou autres, mais au contraire, de donner le plus d'autonomie aux gens. Et on est juste parti avec cette idée de si on ne faisait pas comme d'habitude, si on essayait de faire confiance aux gens, de leur donner plus d'autonomie, oui. Qu'est-ce que ça va donner? Okay. C'est ça le démarrage du positionnement des équipes. Ouais. Et comment vous avez fait pour que ces équipes, ces 10 personnes, essaiment vers d'autres équipes qui trouvent de futurs collaborateurs en recrutement, parce que vous avez principalement recruté, qui soient aussi dans cette dynamique-là et qui ne soient pas dans ce qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises que tu as décrit, lutte de pouvoir, lutte de service? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait qu'on a un peu formalisé le mode d'organisation en disant on va s'organiser en mini-entreprise, c'est le mot qu'on a choisi. Une mini-entreprise, c'est une dizaine de personnes, un pilote, et cette dizaine de personnes, c'est la taille. Je crois qu'il y a d'autres dans les startups, ils disent une équipe qui fonctionne bien, c'est une équipe qu'on peut nourrir avec 2 pizzas et pas plus. Donc c'est cette logique-là. Une équipe qui se connaît intimement, qui n'a pas besoin de faire des procédures, des réunions, etc. pour savoir comment ils vont fonctionner ensemble, parce que ça se crée naturellement. Ils apprennent à se connaître et encore une fois intimement, au sens pas ils partent en vacances ensemble, mais il n'y a plus besoin d'échanger de mots pour se comprendre. Un SMS peut-être même d'une lettre permet aux uns et aux autres de savoir j'ai fini le chantier, à toi d'y aller, etc. Ça devient beaucoup plus fluide. Donc ça c'était le premier choix, c'est on va essayer de garder cette taille d'équipe, pas faire grossir. Donc quand une équipe devient plus grosse que ça, plutôt que de dire super, je la fais grossir, on va être 20, on va être 30, je vais être le plus gros chef de l'équipe, on la coupe en deux tout simplement, donc personne n'a envie de devenir chef d'un truc de 20, mais plutôt de prendre plaisir à laisser partir, à laisser voguer une nouvelle équipe de 10 avec quelqu'un qui l'aura soit recruté, soit identifié. Pour répondre à la deuxième partie de ta question, comment on fait venir des gens qui sont dans cette logique, il y a 2 réponses. La première, c'est des communications telles que celle-ci et d'autres qu'on a pu faire font que les gens qui nous rejoignent petit à petit savent le type de fonctionnement qu'on va offrir. Donc ce fonctionnement autonome et responsabilisant et de confiance, il n'est plus une surprise pour les gens qui viennent. Pour moi, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on fait peu d'acquisitions. C'est beaucoup plus facile, les gens qui viennent, ils savent ce qu'ils viennent chercher, alors qu'une acquisition, plus de mal. Et la deuxième raison, c'est que il n'y a pas un point d'entrée où on dirait là ça rentre et puis il faut qu'on formate les gens avant de les envoyer dans l'entreprise. Non, il y a autant de points d'entrée que d'équipes. Et donc un nouveau arrivant rejoint une équipe et puis forcément est mêlé à cette équipe et donc apprend naturellement, on va dire, ce fonctionnement-là. Très bien, l'approche cellulaire et organique. C'est l'approche cellulaire et organique. Que j'avais vu dans tes dessins en fractal presque, où ça grandit progressivement. Exactement. C'est ça qui permet de conserver le modèle. Alors là, ça paraît un peu trop beau.
J'essaye toujours de dire, c'est pas un schéma qui marche forcément tout le temps beaucoup mieux que les autres. Le sujet, il n'est pas là. Il n'est pas de dire, il y en a un qui marche, et mode d'organisation qui marche, les autres qui ne marchent pas. C'est un mode d'organisation qui procure beaucoup plus de satisfaction aux managers et aux équipes, et à moi d'ailleurs, que les autres. Ça, c'est sûr. Après, il y a des dysfonctionnements, il y a des équipes qui ne marchent pas, il y a des erreurs. Okay. Voilà, c'est pas parfait, c'est important de souligner que le fantasme de l'entreprise libérée qui marche le premier truc coup. qui va marcher le premier coup et qui n'aura plus jamais d'échec. Tout à fait. Non, il y a des gens qui s'en vont, il y a des équipes qui se retrouvent sans patron, il faut retrouver. Il y a toutes les mêmes de la remise en cause problèmes qu'ailleurs, mais dans un esprit qui est assez différent. Collectif et qui fait qu'on avance ensemble. Alors j'ai une question pour les sociétés établies, des grandes structures, petites PME ou des grands groupes, ou même des ETI, qui ont une structure plus hiérarchique, conventionnelle. Comment ces structures-là pourraient s'inspirer de ce type de transformation qui réussit? Quelles recommandations? Alors évidemment, ça va dépendre de la structure, de la culture, de l'envie des dirigeants. Mais qu'est-ce que tu pourrais leur recommander pour évoluer en termes de maturité d'organisation, comme dirait Frédéric Laloux? Il y a un élément qui me frappe toujours, c'est que dans ces structures-là, on va parler d'empowerment, on va donner des responsabilités aux gens, mais oui, je le fais pourtant, et j'ai pas le résultat. Je pense que c'est un point clé, c'est d'essayer de se demander, au moment où je dis, mais si, je leur donne le pouvoir, je leur donne la responsabilité, est-ce que je le fais vraiment? C'est David Marquet, dans son bouquin, là, qui le décrit super bien. Le bouquin s'appelle Turn a Ship Around, c'est un patron de sous-marin qui dit, j'ai voulu donner le pouvoir à mes sous-mariniers pour faire passer ce sous-marin qui était dernier de la flotte américaine, premier finalement de la flotte. Et il découvre à un moment donné, il le décrit très bien, qu'en fait, tout son discours d'empowerment, c'était du pipeau, parce qu'il n'avait pas touché le point clé, qui était que s'il ne laissait pas les chefs d'équipe décider des congés, enfin des périodes à terre des équipes, c'est comme s'il ne leur donnait pas le pouvoir. Donc il pouvait tout leur raconter. S'il ne leur donne pas ça, il ne leur a pas donné le pouvoir. Et donc les gens sont là en train de dire, ok, très bien, mais il n'y croit pas profondément, il n'y a pas un engagement physiologique. Voilà. Okay, super. Donc il a dû transformer des règles, refuser d'accepter la règle imposée par la hiérarchie pour dire « Ok, je vous le donne, je vous donne le pouvoir de faire ça. Maintenant, prenez-le. » En fait, c'est la prise de décision fondamentale qui va faire que l'équipe se sente. Exactement. Et c'est pas forcément de l'advice process, c'est pas forcément les salaires, mais c'est cette décision qui va dépendre du contexte. Exactement. Excellent, merci pour ce super conseil. Et j'aimerais te poser une dernière question. Quel est ton rôle, ta posture, toi? Comment est-ce que tu as fait à titre individuel, en tant que président de cette société? Comment est-ce que tu l'as incarné? Comment est-ce que tu t'es remis en cause pour faire évoluer tes équipes, ces équipes? Alors, dans le rôle, d'abord, c'est d'essayer de maintenir la trajectoire de confiance et d'autonomie. Okay. C'est difficile, en fait, parce que naturellement, on a envie de dire j'ai fait confiance et voilà ce que ça donne, donc je ferais mieux de faire moins confiance et de plus contrôler, etc. Et il y a ce rappel permanent de toutes les équipes vers ça. Donc, un de mes rôles, c'est de dire non, laissez... Enfin, c'est de dire deux choses, c'est de dire, on ne vous a pas dit que faire confiance, c'était ne plus vous en occuper. Faire confiance et donner les moyens, c'est les deux éléments qui vont ensemble. Okay. Si vous n'avez pas donné les moyens, si vous n'êtes pas allé accompagner. Donc ça, c'est le premier. Et puis sur la remise en cause, c'est accepter de plus avoir l'impression de maîtriser. Enfin, paradoxalement, c'est en ne maîtrisant plus qu'en fait, il y a plus de maîtrise dans le process, quoi. Et ça, c'est très compliqué à accepter, surtout pour un ingénieur. Oui, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Philippe. Peut-être un dernier mot de la fin, un dernier conseil aux managers, aux dirigeants ou aux collaborateurs qui veulent plus vivre ce type d'expérience? Faites confiance aux équipes, vraiment. On est plus souvent dupé par la défiance que par la confiance. C'est le cardinal de Retz qui dit ça. Et moi j'aimerais rajouter que finalement, du point de vue d'un dirigeant, on imagine de faire confiance, d'être vulnérable, c'est une faiblesse, mais en fait c'est une vraie force quand on l'assume totalement et qu'on fait ce travail et qu'on se remet en cause soi-même. Merci beaucoup Philippe pour ce partage. Merci. Au revoir.